donc Esther Moustérien, qui veut faire le proto-régnassien. Clara peut continuer dans le proto-régnassien. Qui veut aller dans le 56B pour l'instant et qui veut aller dans le 55B? 55B. 56B. D'accord, ça roule. Ton petit préféré. Voilà, donc allez choper les fiches de fouilles. Ouais. Au pire, on mettra des gens. On est à la grotte Gatzaria dans le Pays Basque. On se retrouve dans une partie du Piémont pyrénéen, dans un massif qu'on appelle le massif des Arbailles. Et c'est une espèce de gruyère, voilà, avec plein de karstes dedans. Et donc là, on est dans un contexte de grotte qui se creuse aux dépenses d'une faille, dans un massif a priori orgonien. C'est un faciès local. Voilà, on est dans du Crétacé inférieur, pour la formation du niveau de calcaire dans lequel se retrouvent les karstes. Ici, on est un peu haut, mais on a commencé à arrêter parce que il y avait des concentrations d'os brûlés qui commençaient à se pointer le nez un peu en amas. Et il y a peut-être des repères ici et ici, tu vois, sous ce cailloutis. Tu vois. L'optimum de décapage ici, ça serait d'avoir relevé, révélé un peu partout ce cailloutis, quoi. Okay. Les découvreurs, c'est des spéléologues en fait. Et voilà, ils trouvent du matériel en surface et ils avaient des contacts avec un archéologue, Georges Laplace. Voilà, il va venir ensuite faire des sondages. Si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 51 et 53. Il vient avec François Borde, ce qui est intéressant parce que voilà, dans l'histoire de la préhistoire, plus tardivement, quand on lit les écrits de Laplace et Borde, ils ne s'aiment pas trop. Il y a pas mal une discordance de méthodologie. Là, pour le coup, Borde il va écrire des articles un peu critiquant la méthode de Laplace, mais Laplace il va développer sa propre méthode d'étudier des outils en silex en particulier. Et ils ne sont pas forcément d'accord. Là, je suis en train de dessiner l'état du dernier décapage qui a été fait, donc le décapage 11 pour le sous-carré A, mais en général tout le carré 55B. Comme ça, en plus de la photo, on va pouvoir voir ce que moi je vois au début de ma journée. Et la personne qui viendra après moi sur ce sous-carré va dessiner elle aussi ce qu'elle voit au début de sa journée, du coup moi ce que j'ai laissé. Et ça va nous donner un support supplémentaire pour bien comprendre comment on finit et comment on commençait chacune des journées, en plus des photos, que parfois on n'a pas le temps de faire. Et juste en dessous du plan, on a toutes les observations de la journée sur lesquelles on va mettre les objectifs qu'on va faire dans la journée et aussi laisser un message. Bon, ça c'est que sur cette fouille que je vois ça, mais laisser un message à la prochaine personne qui va faire le sous-carré pour savoir ce qu'elle doit faire, ce que nous on a fait, les observations qu'on a faites et les observations auxquelles elle va devoir faire attention. Donc ouais, c'est complètement un travail d'équipe. Vu qu'on change tous les jours d'endroit où on travaille, j'étais pas sur le 55B il y a quelques jours, c'est important de pouvoir bien communiquer là-dessus. Mais vu qu'on va pas tous se dire le soir tout ce qu'on a fait, c'est hyper important de tenir note et tenir compte sur les fiches de décapage, tout ce qu'on y fait. Laplace, il fouille très bien. Il teste des méthodes de fouille cartésiennes, donc c'est-à-dire avec des coordonnées, des carroyages, des choses comme ça. Et donc en 54, Laplace sort un article avec Méroc sur comment fouiller sur un carroyage, comment faire les altis et tout ça. Donc Laplace, en fait, ses méthodes sont très carrées. Et on peut voir pourquoi parfois le résultat qu'il va présenter ensuite ne colle pas avec nos interprétations maintenant. Ça revient à des petites questions de méthodologie. Ce qu'il va faire, surtout, c'est qu'il va fouiller quasiment tout le temps à plat. Même si on est en train de coter des objets, dans les tamis, dans les trucs, voilà, on va commencer parfois à certains moments, peut-être mélanger certains niveaux. C'est normal si on fouille à plat. Quand il y a un sous-tirage, les niveaux ont tendance à se pincer et complètement peut-être se mélanger au fond de la grotte. Donc là, on sait qu'au fond de la grotte, la stratégie de la place est compliquée. Sur la terrasse, il y a autre phénomène qui joue sur la lecture de la place, parce qu'il fournit une synthèse voilà, vraiment formidable. Mais parfois, il n'y a pas une réflexion de la grotte et son rôle au sein d'un espace plus grand. Une des questions qu'on
qu'on oublie de poser parfois et qui est essentiel. Oui, d'accord, il y a du matériel archéologique, mais comment est-il arrivé ici? On est toujours, systématiquement, il y a toujours un moyen de se faire doubler par le propre système technique que nous on met en place. Du coup, moi je considère qu'il faut absolument utiliser les machines, parce que sinon on s'en sortirait pas. Vu le nombre de points qu'on enregistre et après le nombre de points qu'on doit traiter, parce que même en faisant avec la machine, derrière on doit retraiter les fichiers Excel, on les incrémente, on rajoute des informations. Du coup, il faut faire avec la machine, par contre il faut toujours questionner la machine et savoir comment elle fonctionne. Moi j'ai un attrait vraiment à comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir déjà émettre une critique dessus et en plus avoir un retour à la donnée, quoi. Parce que si on ne comprend pas comment ça marche, autant pas s'en servir en fait, sinon on se fait doubler, quoi, par la machine. C'est-à-dire qu'elle, elle donne le X, le Y, le Z, et personne. Si on ne se pose pas la question est-ce que la donnée qu'elle nous donne est correcte, et ben on peut vite se faire emporter et prendre des points, prendre plein de points, et en fait se rendre compte qu'il y a une erreur à la fin de la journée, quoi. La coupe, non, elle n'est pas droite. Au fur et à mesure, la question qui commençait à sortir, c'était de commencer à comprendre comment il y a des différents apports. Est-ce qu'il y a des périodes où les gens ils ont vraiment fréquenté la grotte, ou est-ce que c'est uniquement la grotte qui agit comme piège, ou inversement? La place va faire plusieurs années, un peu de sondage, et à partir de 1960, il s'installe vraiment. Il va fouiller quasiment en continu de 1960 à 1976. Et quand je dis en continu, c'est-à-dire il vient voilà, un peu comme nous, quoi. Il y a un mois par an, peut-être un peu plus. Et en fait, il va fouiller une bonne partie de l'intérieur de la grotte. Il s'intéresse à ce qu'on appelle maintenant la transition entre paléolithique moyen et supérieur. La grotte Gatsaria va être un peu important pour la place dans sa documentation de cette transition. Et lui, il développe son propre modèle, des idées d'évolution assez intéressantes. Dans l'histoire de la préhistoire, souvent on va basculer entre philosophie plutôt dans l'évolution et la continuité, et des philosophies plus dans la diffusion et le remplacement des populations, des choses comme ça. Et à la place, il s'ancre quelque part dans ce monde de l'évolution. Un élément important dans ce modèle, c'est cette période qu'on va appeler l'Or ignatien. Mais il voit toute une période où, à la fin du paléolithique moyen, leurs produits de débitage commencent à s'allonger. Donc on a pour la place toutes ces différentes étapes de cette transition par un processus, ça va être la leptolithisation. Bon, voilà, la tendance à des produits lithiques à devenir de plus en plus allongés, c'est tout. C'est bon? Là, il n'y a pas beaucoup, quoi. Très bon, tu vois. Il y a un moment où ça s'arrête, c'est en 1976, et il arrête puisque il reste plus grand chose à fouiller pour lui. La place, il s'intéressait à cette période de transition surtout. Il a laissé un bon témoin dans la grotte, mais il ne pouvait pas continuer à l'extérieur de la grotte. Donc il avait plutôt terminé. Carré? Ouais, c'est bon. Okay. 0 mm en Z. La personne qui a initié réellement la reprise ici à Gatsaria, Marianne Deschamps, en regardant le matériel et en refaisant des projections, s'en est rendu compte que peut-être il y avait deux choses différentes. Elle est revenue pour tester cette hypothèse. C'est ce qui a initié des nouvelles fouilles à partir de 2017. Là, tu en as un sous ton pied, je pense. C'est une couche aurignatienne ou proto-aurignatienne qui a été trouvée en 55C. 55C, c'est de l'orignacien ancien. Aurignacien. Là, t'es trop vers la gauche. Trop vers la gauche. Trop vers le fond de la grotte. Non. Non? Non. Trop vers le fond de la grotte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le fond de la grotte, c'est... Ouais, t'as raison, de 4 mm. On va dire que c'est bon, 4 mm. Un des grands trucs, c'est de comprendre la nature de nos données. On a déjà une certaine topographie qui a tendance
à canaliser l'eau dans la grotte, mais il y a également les différents fouisseurs, les choses comme ça, tout ça qui peut transformer les niveaux. On a quand même une cohérence chronologique dans les apports. Donc c'est-à-dire qu'il y a occupation, voilà, peut-être sur la terrasse au-dessus ou peut-être juste devant, hein, voilà, c'est possible. Et puis un événement voilà, de coulée qui fait en sorte que le matériel se retrouve dans la grotte. Les dépôts ne sont pas en position primaire, ils sont en position secondaire, mais c'est quand même cohérent chronologiquement. Ça veut dire que les occupations sont sur la terrasse, et puis voilà, il y a des processus plus tardifs qui amènent le matériel dans la grotte. Avance-toi, avance-toi. Bon, le fait que la mire est flottante, il aime pas. Hein. Ah ouais? Ouais, il aime pas. Je pense que ça va être drôle. Hein. Ah non, je sais pas. Voilà, je vais essayer de choper en dessous. Juste maintenant que je passe un peu dans l'autre sens. J'espère qu'il n'y a pas de pied flottant dans le photographe. Gros caillou. C'est bon? C'est bon? Allez, on lâche. Merci beaucoup. On va voir, il y a peut-être un second shot. Se poser là comme ça, au cas où. Cette fois-ci, je vais faire un gros photogramme et je vais me mettre en zénithal comme ça. Et je vais juste faire une capture d'écran et dessiner direct dessus quoi. Franchement, regarde, c'est mortel. La définition que tu as, si tu veux, c'est imbattable de toute façon. Bah oui. On essaie de documenter des épisodes d'effondrement et là en fait quand tu as une grande dalle qui pète comme ça sur place, ça représente un instantané en fait. Si tu veux. Donc une fois qu'on a bien montré que c'est un instantané, c'est-à-dire c'est une dalle qui tombe et qui se pète en place, tu as un instantané ici, on ne sait pas quand c'est si tu veux bien sûr, mais on sait que tout ce qu'il y a en dessous, voilà, c'est antérieur avant un effondrement qui est plutôt lié à la voûte. Mais là l'utilité c'est plutôt que moi après je vais redessiner par-dessus. Donc je vais faire mon sondage, il est comme ça, là j'ai cet éboulis et je peux le redessiner par-dessus sur Illustrator, toi, et je peux faire tu vois, une coupe interprétative ou un dessin interprétatif en fait de ce qui se passe. Et là, t'imagines si on avait eu besoin, tu vois, de faire un plan ou un truc comme ça. C'est incroyablement plus rapide. C'est pas, enfin, tu vois, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps incroyable. C'est incroyable. T'as tout dedans. À terme, c'est une possibilité que la technologie soit tellement puissante qu'on puisse scanner un site à travers même le sédiment. Mais pour l'instant, on n'est pas là et c'est hyper important. Là, il y a différentes machines, on communique vachement entre nous, même si beaucoup de machines, et surtout la communication et la maîtrise et la compréhension de ce qu'on enregistre avec ces outils. Donc pour l'instant on n'est absolument pas là et ce serait une connerie monumentale de tout numériser, de ne pas garder l'humain et la discussion du terrain en archéologie. T'as quoi comme description pour le 11 545? Ok, c'est bon. Et juste pour rigoler, le 11 557. Ouais. Ouais, bah non. C'est de la calcite. Ouais. Quoi? Je suis sûr que ça va être de la calcite. Ça, non, ça je suis sûr de moi, c'est une vertèbre non épiphytée. Ouais, mais... C'est pas de la calcite. C'est de l'os. Des lèches sinon. Non, là, ça sert à rien. L'intérieur c'est pour eux. Ouais, c'est de l'os. C'est trop bizarre. L'emboîtement d'articulation des vertèbres entre elles. Ouais, je vois ça, je vois ce que ce serait, mais... Il y a la grande idée que les hommes préhistoriques ont vécu dans les grottes. Les grottes peuvent être fréquentées et habitées, mais aussi ils peuvent cumuler les sédiments dans lesquels se retrouve le matériel archéologique, mais ils peuvent cumuler ce matériel de manière complètement naturelle. Je pense que le mot-clé de cette triennale, c'est de trouver précisément ces discordances stratigraphiques.
fiche comme ça. Mais attends, mais pas de réflexe, je suis pas une otarie. On pose des objectifs, des hypothèses à tester, on avance et on sait où on va et on sait qu'il y aura une fin dans les 3, 6 ans à venir.